Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir de nouveau Pierre-Olivier Dittmar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'EHESS et vous venez de publier chez Gallimard, dans la Bibliothèque illustrée des histoires, cette belle collection avec de nombreuses images, L'invention de l'animal, essai d'anthropologie médiévale, un livre qui m'a absolument passionné. Je pense que c'est un grand livre qui s'inscrit dans une lignée de livres d'histoire médiévale qui font énormément réfléchir. Je pense aux travaux de Jérôme Bachet sur le corps et l'âme, par exemple. Et je voudrais commencer cet entretien. On va évidemment explorer tout ce que vous y montrez du rapport humain-animal qui se joue au Moyen-Âge. Je voudrais commencer par un souvenir d'enfance que vous évoquez, page 140 du livre, lorsque vous étiez avec des grands-parents et étonnés et presque angoissés par le classement des animaux tel qu'on le fait à notre époque avec nos classifications héritées de Carl von Linné et les stricts partages qui s'opèrent. Est-ce que c'est une origine lointaine de ce livre ? Oui, sans doute, une des origines. Mes grands-parents vivaient à Lyon. Ma grand-mère était institutrice et mon grand-père était artisan lithograveur. Et ils étaient des bons témoins d'une culture urbaine qui se passionne pour le monde animal. Et mon grand-père est devenu un peu fou à la fin de sa vie avec les oiseaux. Il avait des centaines d'oiseaux chez lui et des cages partout dans l'appartement. Mais surtout, effectivement, ils étaient inscrits tous les deux, je crois, à la Société linnéenne de Lyon. Et ils allaient herboriser tous les week-ends. Et c'est vrai que enfance, ce rapport à l'animal qui consistait à identifier et nommer des plantes déjà connues, c'est un rapport au végétal pour le coup, me paraissait profondément ennuyeux, et ils ont beau essayer de me convaincre, etc. C'était quelque chose que j'appréciais pas du tout. Mais en revanche, d'une part, il y avait tout un autre monde où c'était un petit peu l'hôpital des oiseaux à la maison. On allait dans les champs après les moissons pour récupérer les oiseaux blessés par les moissonneuses, les retaper. C'est un rapport peut-être plus affectif m'ont touché. Et puis, dans un second temps, mais notamment en lisant les travaux des anthropologues comme Vanessa Monceran, j'ai réalisé que ce travail des naturalistes était absolument essentiel et avait une grande force poétique, mais je l'ai découvert plus tard. Ouais. Alors, ce livre s'inscrit à sa façon dans un mouvement intellectuel éditorial qui a maintenant peut-être une vingtaine d'années, qui place la question des rapports humains-animaux et plus largement du vivant, dans le contexte évidemment de l'urgence écologique, au premier plan. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, la place prise par ces questions aujourd'hui retrouve la place que les médiévaux lui donnaient? En vous lisant, on est frappé par l'importance absolument centrale de ces questions dans plein de registres, dans plein de sphères du social. Oui, je l'avais. Merci pour la question que je ne m'étais pas formulée comme ça. Mais en effet, j'ai été frappé en faisant ce travail de constater à quel point la littérature animale n'était pas au Moyen-Âge une littérature spécialisée, réservée comme aujourd'hui au domaine de la zoologie ou de l'écologie, mais traversait tout le champ social. Et une littérature comme la fable, par exemple, qui aujourd'hui est largement réservée aux enfants, depuis le XVIIIe siècle, était à l'époque une littérature centrale une des plus subversives. Et il en va ainsi dans tous les domaines, de la médecine, la morale, la science. Et en effet, on peut se dire que le fait qu'il y a une espèce de retournement aujourd'hui avec l'anthropocène, et le fait que l'humain soit partout, fait que l'humain est partout hybridé avec l'animal dans tous les domaines. Et en effet, d'une certaine façon, il me semble qu'on peut revoir le Moyen-Âge grâce à cause de ce moment. Alors pour prolonger un petit peu ce qu'on vient de dire, une des forces, je pense, du livre, c'est sa posture épistémologique qui consiste à dire que les différentes traces documentaires laissées par le Moyen-Âge ne doivent pas se cloisonner dans des registres qui sont des registres hérités de classifications, notamment de bibliothèques, la fable, la théologie, les encyclopédies, etc. Mais que ça fait partie d'un ensemble signifiant, et un ensemble signifiant à comprendre à la fois pour sa cohérence, mais aussi pour les écarts à l'intérieur, parce que tout n'est pas évidemment identique. Une fable, c'est pas pareil qu'un traité de théologie, et le rapport aux animaux peut être à la fois convergent et en même temps montrer des différences fondamentales. Du coup, est-ce que c'est pas une clé de votre démarche que d'essayer de prendre tout ce matériau et peut-être de le mettre, pas sur le même plan, mais en tout cas de le penser ensemble ?
Et en effet, il faut dire que la discipline même, l'histoire, est le fruit d'une série de séparations, de se couper de l'histoire naturelle ou de d'autres disciplines qui sont celles des sciences de la vie. Sachant que les anthropologues eux-mêmes se sont séparés par la suite des autres sciences humaines. Donc. Exactement, ouais. Et effectivement, la division entre la zoologie et disons les sciences de la vie en général, et puis après l'histoire, et puis après évidemment la littérature, fait que les questions animales sont aujourd'hui rangées sur des étagères tout à fait différentes. Et il y avait un grand danger, effectivement, à regarder le passé avec ces lunettes qui sont héritées du 19e siècle. Et un travail que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de chercher précisément des sources, des objets qui m'intriguaient, qui remettaient en cause nos classifications contemporaines et qui permettaient de sentir la façon dont s'articulaient les mondes humains et non humains pendant cette période. Mais de ce point de vue-là, effectivement, c'était un petit peu avancé à rebours, disons, de toute une tradition. Et puis c'est se confronter aussi à une limite qui est celle de tous les médiévistes, qui est que on a quand même affaire à des productions savantes pour une grande partie d'entre elles, et du coup le monde rural ordinaire qui le grouille le plus d'animaux finalement, il reste en partie opaque. Oui, c'est évidemment un horizon fantasmatique presque pour les médiévistes, mais il y avait peut-être deux façons d'échapper à l'empire du texte. C'était justement d'une part s'intéresser aux images qui, même si elles sont issues de milieux tout aussi savants, passent par d'autres catégories que les catégories verbales, et parfois les corrigent, les anticipent, les troublent. Et puis c'était aussi s'appuyer autant que possible sur l'archéologie. Et c'était tout à fait le cas, par exemple, pour les interdits alimentaires qui sont indexés sur des discours théologiques, mais dont on peut retrouver les traces, y compris dans les milieux les plus paysans. Et donc, si on peut articuler justement des représentations à ce type de pratique, c'est évidemment un des biais pour sortir des 5% qui disent. Alors on va en venir à l'argument du livre. C'est un argument fort, à la fois dans son titre, l'invention de l'animal, et dans sa première phrase, au Moyen-Âge, l'animal n'existait pas. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là, pour le dire simplement, avant de déplier ensuite la position ? Oui, c'est une façon, disons, d'interpeller le lecteur sur un problème de catégorie. C'est-à-dire que le terme animal au Moyen-Âge, il est construit sur anima, l'âme, et on devrait le traduire en fait par un terme contemporain comme animé, et ça désignait l'ensemble des êtres animés sur Terre. Et c'est qu'au cours du Moyen-Âge qu'une coupure se fait, où on a un vocabulaire nouveau qui apparaît avec les langues vernaculaires comme le français, où on a une catégorie comme bête, et qui cette fois-ci intègre tous les animaux terrestres sauf l'homme. Et cette façon de découper le monde en deux, avec d'un côté l'humain et de l'autre côté une catégorie qui regroupe les moustiques et les girafes, c'est cette invention, disons, médiévale, même si, évidemment, il y avait elle n'est jamais radicale, mais en tout cas, il me semble qu'il y a une vraie rupture pendant la période. Alors une vraie rupture, mais qui dialogue tout au long de votre livre avec une autre rupture, parce qu'il y a un personnage en filigrane du livre qui est Descartes. C'est-à-dire qu'il y a une coupure qui s'effectue au Moyen-Âge, effectivement, faisant émerger l'homme comme distinct des autres animés, mais cette coupure, Descartes et le moment cartésien la radicalise ou la durcit et fonde ce qu'on va appeler le naturalisme, la séparation de la nature et de la culture, de l'humanité et de la nature. Donc, est-ce que c'est pas une rupture en deux temps, finalement, qui se joue ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il me semble qu'il y a en effet quelque chose qui se joue, peut-être même dire en trois temps. C'est-à-dire qu'il y a l'adoption du monothéisme, en l'occurrence le christianisme, qui crée une première rupture très, très claire. Et puis, au cœur du Moyen-Âge, cette invention de l'animal. Mais en effet, je suis ici tout à fait partisan d'un long Moyen-Âge à la Jérôme Bachet, et de considérer que... Et Jacques Le Goff avant lui, pour rendre à l'auteur de l'expression, pour les gens qui nous écoutent, bien sûr. Son importance. Et ce long Moyen-Âge, en effet, à la Le Goff aussi, et qui effectivement postule que cette dynamique proprement médiévale n'aboutit qu'avec la naissance du capitalisme, effectivement, au XVIIIe siècle, et de ce point de vue-là, Descartes, d'un sens, clarifie vraiment les positions en dénuant effectivement en enlevant l'âme aux animaux et en n'en faisant que des corps. Il résout quelque part une tendance qui naît pendant la période médiévale.
Alors, on va revenir au point de départ, à cette première rupture que vous avez évoquée, parce que c'est le point de départ du livre également, qui est fondamental et qui est peut-être pas... Enfin, c'est la première fois que je le lis souligné de manière aussi claire. C'est le découplage radical qu'opère le christianisme entre culte et animaux. Parce que les cultes antiques... l'animal était fondamental, l'animal sacrifié, également dans d'autres religions, les interdits alimentaires explicites du judaïsme en particulier. Et du coup, le Moyen-Âge, la figure clé, c'est Dieu qui s'est fait homme, et l'animal disparaît presque totalement de la pratique liturgique. Oui, c'était une vraie découverte aussi au cours de ce travail pour moi, qui était initié, à vrai dire, par un article très court de François Sigaud de 5 pages qui exprimait ça de façon très claire. Et en effet, la rupture pratique la plus forte sans doute du christianisme, c'est vis-à-vis des religions gréco-romaines, effectivement d'abandonner le sacrifice, et puis vis-à-vis du judaïsme, d'abandonner les interdits alimentaires. Et alors qu'effectivement, finalement, dans un cadre antique, on ne peut pratiquement pas manger de la viande seule, un animal seul. Il faut toujours le sacrifier effectivement à une divinité. Ou effectivement, par le biais du sacrifice, l'animal est au cœur de toute l'activité rituelle, politique. Oui, et puis même l'animal chassé, il renvoie à des figures divines, il renvoie à Artémis ou à Diane. Enfin voilà, il n'y a pas d'animal sans signification religieuse et cultuelle. Et en effet, dans le christianisme, l'animal n'apparaît au sein du culte que sous une forme métaphorique de l'agneau de Dieu. Mais les animaux en chair et en os n'entrent plus dans la sphère liturgique et sont même progressivement chassés d'abord des images, puis chassés des églises où ils ne pourront plus rentrer à partir, disons, du XVIIIe siècle. Oui, alors on apprend au passage en lisant qu'il y avait des animaux dans les églises, mais pas des animaux qui jouent un rôle dans le culte, mais qui pouvaient enjoliver l'expérience cultuelle en quelque sorte, par le chant des oiseaux, mettons, dans une église. Oui, là, c'est un bon exemple, effectivement, de la façon dont, le Moyen-Âge, effectivement, crée cette coupure entre l'humain et les autres animaux. C'est-à-dire, dans un premier temps, les animaux sont exclus du culte lui-même. Mais par contre, on peut avoir, c'est comme le cas pas très loin d'ici, au collège de Huban, effectivement, il y avait dans le règlement intérieur du collège, les jeunes collégiens devaient entretenir la cage des chardonnerets sur l'autel de la chapelle, donc en effet. Et puis, à la fin du Moyen-Âge, avec la mode pour les animaux de compagnie, les gens vont à la messe avec leurs chiens, avec leurs faucons, ce qui pose toute une série de problèmes. Mais après le Concile de Trente, au XVIe, on commence à trouver, dans le cadre d'une controverse, que la présence de marchands de grenouilles aux côtés de la crucifixion n'est plus digne dans une église, donc on enlève les animaux des images. Et puis, au XVIIIe siècle, c'est leur simple présence dans la nef qui devient problématique, où ils sont véritablement chassés. Et là, on voit comment, en 1500 ans, cette coupure est accentuée. Mais je tiens à dire que ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, cette coupure est largement remise en cause, puisque les animaux, dans bien des lieux, reviennent dans les lieux de culte, dans différentes religions. Alors, le fait que le christianisme sépare malgré tout le culte de l'animal, et que c'est une religion fondamentalement anthropocentrée, et avec des paradoxes d'ailleurs, puisque avec l'Eucharistie, on mange Dieu lui-même malgré tout. Il y a une forme d'anthropophagie symbolique qui est quand même assez complexe, assez étonnante. Mais en tout cas, on ne mange plus de la chair animale sacrifiée. Ça a une conséquence un peu troublante, c'est que si on a comme horizon le jugement dernier, qui est ressuscité ? Est-ce que c'est tous ceux qui ont une âme, donc y compris les animés, les animaux, ce que nous appelons les animaux, ou est-ce que c'est juste les hommes ? Et ça, finalement, les médiévaux en discutent. Oui, c'est un élément absolument essentiel et qui je crois, doit être pris au sérieux. C'est-à-dire vers quel horizon se projette cette société. Et c'est vrai que les images, les textes qui évoquent le paradis, la fin des temps, qu'il s'agisse du sein du Père, du sein d'Abraham ou de la Jérusalem céleste, ne concernent que les humains. Ce qui, effectivement, donne au monde, avec toute sa diversité, avec les animaux, mais aussi la variété végétale, les fleurs, etc. L'idée d'une parenthèse entre un monde d'avant la création, qui est un monde purement théocentré,
et puis un monde final qui lui aussi est fait uniquement à l'image de Dieu, et qui a une parenthèse de quelques millénaires, disons, avec des animaux, des végétaux, une biodiversité, mais qui est vraiment qu'une parenthèse dans un monde qui se pense comme étant fondamentalement centré sur Dieu et l'homme fait à son image. Ce qui permet peut-être de lever une ambiguïté, c'est que dans le christianisme médiéval, il y a d'une certaine manière deux paradis, celui originel dont l'homme est chassé, qui lui, on va y revenir sans doute, effectivement, est très vivant et plein de créatures avec lesquelles une forme d'harmonie existe, et celui final, mais c'est pas le même finalement. Et d'ailleurs, le paradis, c'est pas exactement. Enfin, il faudrait clarifier peut-être pour nous cette idée, c'est-à-dire que dans ce paradis du salut de l'âme, mettons du jugement dernier, après le jugement dernier, dans cette fin des temps qui permet la résurrection des âmes, il n'y a pas le gazouillis des oiseaux ou l'enchantement végétal, et c'est pas vraiment comme ça que ça peut être représenté. C'est la lumière divine qui suffit. C'est très bien, mais en revanche, il n'y a pas ce foisonnement du vivant. Non, cette vision dernière, c'est la vision béatifique, hein, voilà, alors, la vision de Dieu, mais elle se fait dans le cadre de la Jérusalem céleste, et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément frappé, de dire, voilà, la Jérusalem céleste, c'est une ville faite de pierres de transparence, et donc on va imaginer une ville faite avec du saphir, de l'améthyste, et évidemment là il y a une espèce de vertige d'imaginer effectivement que aujourd'hui on vit largement dans des villes de pierre et de verre, et que tout se passe en quelque sorte comme si le capitalisme ou la modernité effectivement avait réalisé matériellement le paradis chrétien, le paradis final chrétien, et c'est-à-dire un paradis sans animaux. Si on revient à cette coupure culte animal du christianisme, elle est plus complexe malgré tout parce que humains et animaux sont des créatures. Donc ça veut dire qu'il y a une coupure, mais il y a aussi une proximité. Il y a à la fois une supériorité de l'homme, parce que seul l'homme est fait à l'image de Dieu, et en même temps une proximité. Donc cette ambiguïté fondamentale va travailler et va permettre justement tout ce foisonnement de la pensée médiévale que vous déployez dans le livre, parce que c'est pas justement la coupure, elle est à venir, elle n'est pas initiale, elle n'est pas totale. Et la chute des humains hors de l'Éden n'est pas une coupure radicale non plus, elle transforme les relations avec le vivant, mais elle ne les sépare pas absolument. Et je vous remercie d'insister sur cet aspect-là qui me semble en effet absolument essentiel, c'est-à-dire l'opposition entre un créateur, Dieu, et des créatures. Mais en effet, les humains et l'ensemble des animaux et des végétaux dans un statut commun qui crée une intimité entre eux, même si en effet il y a une hiérarchie qui est très claire. Mais clairement, effectivement, c'est ce statut de créature qui est si important, par exemple, chez François d'Assise, dans le Cantique des créatures, qui est un des biais par lequel, effectivement, il y a une forme, disons, d'intimité au sein du vivant. C'est typiquement ce statut qui après, s'effondre à la fin du long Moyen-Âge, mais qui, en effet, est central pendant cette période. Alors, vous venez d'évoquer François d'Assise. Une des choses qui m'a passionné dans le livre, c'est que le livre, en traitant ces très vastes questions du statut de l'humain au sein des animés, pour le dire comme ça, revisite toute une série de choses qu'on croit bien connaître, comme les bestiaires, comme les procès d'animaux, ou comme François d'Assise. Et François d'Assise, en ayant lu des choses sur lui, et en s'en souvenant plus ou moins précisément, on l'associe effectivement à une forme de proximité exceptionnelle au Moyen-Âge avec le monde animal, l'homme qui parle aux animaux. Et en fait, c'est un peu plus compliqué, parce que le Cantique des créatures, c'est des créatures comme la lune et le soleil, mais pas des créatures, des chats ou des chiens. Et puis, lorsqu'il parle aux animaux, c'est pas vraiment des dialogues. Autrement dit, le François qu'on imagine parfois, ou disons, dont on a une impression parce qu'on en a vu des représentations chez Giotto, par exemple, c'est pas un François si proche que ça du monde animal, ou en tout cas, dont le rapport est peut-être plus complexe. Disons que il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus, et le récent livre de Sylvain Piron apporte beaucoup de lumière que j'ai pas pu encore intégrer dans le livre. Mais effectivement, ce que j'ai peut-être voulu montrer, c'est qu'il y avait deux François, un François historique qui avait un rapport sans doute exceptionnel aux animaux pour sa période, qui fait des vraies propositions, qui sont des propositions aussi tout à fait pragmatiques ou politiques, où il propose, il veut écrire à l'empereur pour demander à mettre des miettes sur le rebord des fenêtres le soir de Noël pour que les oiseaux profitent de la fête. C'est des choses très simples, mais que les réécritures légendaires de François, on en fait une figure
presque magique, effectivement capable de parler au loup, comme le loup de Gubbio, et en fait une figure miraculeuse, presque animiste, qui a été après inspiré des philosophes contemporains comme Baptiste Morisot. Mais j'ai voulu montrer que cette réécriture de Saint François lui enlevait aussi une forme de force politique à l'époque. Et donc j'ai voulu, disons, essayer de retrouver le premier François, qui était peut-être dans un rapport plus simple aux oiseaux, aux animaux en général. Et en effet, des grands moments comme le prêche aux oiseaux témoignent, en fait, l'inscrivent dans un rapport qui est celui de son siècle, qui est un rapport de poésie, en fait, au monde animal, qui passe par les oiseaux, qui vient de sa culture poétique et intellectuelle. On était au XIIIe siècle avec François, il faut malgré tout repartir un peu plus tôt et repartir au 5e ou au 7e siècle avec Augustin, avec Isidore de Séville, parce que le Moyen-Âge va vivre longtemps en partant de cette pensée chrétienne et de la création de la chute et de tout ce qu'on vient d'évoquer. Il va partir longtemps sur une opposition, sur un couple de types d'animaux, qui n'est pas la même que les nôtres. Nous, on connaît les vertébrés et les invertébrés, par exemple. Le Moyen-Âge, il connaît Pecus et Bestia, qui sont des termes qu'on ne peut pas traduire simplement, ou directement en tout cas. Pourquoi est-ce que c'est, on va dire, l'opposition structurante pendant presque un millénaire qui organise le rapport mental aux animaux? Oui, c'est-à-dire que la grande question, c'est de se dire, s'il n'y a pas d'opposition homme-animal comme c'est le cas aujourd'hui, quelles sont les catégories avec lesquelles on comprend le monde ? Et en effet, il y avait une opposition qui m'est apparue récurrente dans toute la littérature que j'ai croisée. C'est l'opposition entre, d'un côté, des animaux qui sont qualifiés donc de pecus, on pourrait dire bétail, c'est en gros des animaux domestiques herbivores, et une série d'animaux qui à la fois témoignent d'un souvenir du paradis, c'est-à-dire des animaux qui sont restés végétariens, qui sont restés soumis à l'homme comme l'étaient tous les animaux dans le jardin d'Éden. Et puis qui aujourd'hui témoignent, disons, d'un capital pour les humains, parce que même le mot pécunier vient de ce mot pecus. Et puis, face à eux, il y a toute une série d'animaux, les bestiae, qui sont des animaux sauvages carnivores, qui témoignent effectivement d'un monde qui s'est dégradé à la sortie du paradis, et qui effectivement sont susceptibles de manger les humains, et qui, eux, sont plus dirigés par leurs désirs, leurs passions, et sont insoumis. Et alors cette dégradation, elle est très visible, en particulier dans les miniatures ou les fresques, par la taille des crocs, la taille des griffes, l'image de la dévoration. Elle est vraiment, la bestia, c'est ce qui dévore. Voilà, c'est effectivement marqué par ces crocs surtout. Cette idée de la dévoration, c'est une idée qui est structurante, il me semble, où ce récit des fins dernières que vous évoquiez est largement marqué par la figure de la gueule d'enfer, qui est l'image même de l'enfer, et une gueule de bête, qui d'ailleurs s'oppose à l'agneau de Dieu. Donc cette opposition entre l'agneau et la bête, le pecus et bestia, on la retrouve dans les discours moraux, dans les images, on la retrouve absolument partout. On la retrouve partout, mais évidemment, ce serait trop simple si elle était totalement structurante, parce qu'il y a des animaux qui viennent perturber ça. Le cochon ou le chien, ils peuvent manger de la chair, et en même temps, ils sont proches des hommes. Oui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement quelques animaux qui sont entre ces catégories, et qui méritent de travailler dessus en tant que pure singularité. Et le cas du cochon est exemplaire. D'ailleurs, ça a été largement fait. Je pense notamment au livre de Claudine Vassas sur la bête singulière, qui est absolument génial, ou pour la période contemporaine, aux travaux de Misgav Arpeled, qui montre comment cet animal, entre les trois monothéismes, est surchargé de signification et ne peut pas être considéré comme un animal comme un autre, et se trouve vraiment au cœur d'enjeux pratiques et symboliques jusqu'à aujourd'hui absolument sidérants. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que le cochon ou le chien ne sont pas ces bestiae dangereuses, dévorantes, mais pourtant, quand on veut s'insulter, y compris à la période médiévale, on ne va pas se traiter de léopard ou de crocodile.
va se traiter de cochon ou de chien, et ce jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est parce qu'il faut rétablir justement la coupure entre l'homme et l'animal? Oui, il y a un article vraiment génial là-dessus d'un anthropologue, Edmund Leach, qui avait travaillé sur la logique des insultes en anglais, mais avec d'ailleurs un humour anglais absolument ravageur. Mais lui, il insiste sur le fait qu'il y ait très peu d'insultes avec les kangourous, par exemple. Et il montre à quel point les insultes animales sont liées aux animaux les plus proches de l'humain, ceux qui seraient susceptibles de fragiliser, disons, une distance minimale entre les humains et les animaux. Et en effet, les cochons qui vivaient au plus près des maisons, qui ont plus une physiologie extrêmement proche de l'humain par bien des aspects, sont avec les chiens en effet les principales victimes et à la fois médiateurs des insultes au Moyen-Âge. Animal Categories and Verbal Abuse, pour les gens que ça intéresse, on mettra les références. Alors, cette opposition Pecus-Bestia, là où on peut dire qu'elle n'est pas purement le fruit de spéculations scolastiques, c'est que ça se traduit dans les pratiques alimentaires. Et là, vous pointer quelque chose d'important, c'est que on vit sur l'idée reçue que les chrétiens n'ont pas d'interdit alimentaire dans la mesure où il y a pas, les évangiles ne portent pas d'interdit comme la Bible hébraïque. Mais pourtant, il y a des interdits très puissants, simplement, peut-être d'autant plus puissants, qui ne sont pas explicités de la même manière. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Oui, ça c'est vraiment pour le coup, je crois, un élément de continuité entre ce Moyen-Âge et nous, alors que j'essaie de montrer par ailleurs bien d'autres ruptures. Mais on parlait tout à l'heure de cette opposition entre deux types d'animaux, et Pecus et Bestia, et j'ai réalisé qu'il y avait un discours qui était d'abord un discours de tolérance alimentaire absolue, puisqu'il y a dans les évangiles cette scène où un ange descend et montre à Pierre effectivement un tissu, une nappe remplie d'animaux, lui dit tue et mange, et c'est quasiment la seule chose que l'on dit à propos des animaux dans les évangiles, et donc on peut tout manger, il n'y a plus d'animaux qui soient cachers ou pas cachers. Donc fin des interdits alimentaires. Sauf qu'en pratique, et là justement ici l'archéologie nous aide beaucoup, mais en pratique on ne mange pas de tout, loin de là, dans l'Occident médiéval. On ne mange pas du renard par exemple. On ne mange pas de renard, on ne mange pas de loup, et en fait on découvre qu'on ne mange pas d'animaux carnivores, sauf évidemment exception famine, etc. Et ce d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. On ne trouve pas évidemment de civet de blaireau au supermarché ou ce genre de choses. Et effectivement, en creusant cet aspect-là, j'étais d'autant plus frappé de découvrir les travaux des collègues sur l'alimentation gallo-romaine avec des élevages de chiens de boucherie, et la consommation de chiens était tout à fait importante. Et quand l'Europe se christianise, elle abandonne l'alimentation de viande de carnivore, comme d'ailleurs quand la Mésoamérique est christianisée, elle doit abandonner la consommation de canidés. Et donc, il y a ce mouvement général de se dire, oui, il y a un interdit informel, non formulé. On ne doit pas manger d'animaux carnivores. Interdit, en effet, si puissant que, il n'y a même pas besoin d'être écrit. Comme il n'y a pas besoin d'être écrit, il n'y a pas d'interdit qui nous interdisent de marcher à quatre pattes dans la rue. Pourtant, on ne le fait pas. Donc, c'est les interdits les plus durs à remettre en cause, puisqu'ils sont tout à fait naturalisés. Tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est des faits de structure presque millénaires, qui vraiment se traduisent de plein de façons. On pourrait évoquer l'aspect funéraire aussi, mais on va laisser aussi les gens découvrir le livre. Et pourtant, ces faits de structure changent autour de 1250-1350, si j'ai bien compris, avec une série de catégories qui changent, avec l'idée que la bête... l'apparition finalement de la catégorie bête qui n'est pas qui ne comprend plus l'homme. Et la bête, elle a quelque chose de différent de l'homme, et du coup l'homme doit traquer la bête intérieure parce que c'est ce qui porte un danger. Alors est-ce qu'on peut dire ce qui change, et surtout question à 1000 €, est-ce qu'on peut dire pourquoi ça change? Il y avait un vrai enjeu, je crois, épistémologique d'articuler effectivement ces deux temps que vous mettez en relation, parce que en effet il y a une histoire longue, et je tenais à cette longue durée qui me semblait n'avait pas été mise assez en valeur, de dire il y a vraiment des points communs dans un rapport à l'animal entre
Saint-Augustin et Montaigne, qu'ils ne partagent pas avec des penseurs musulmans, bouddhistes de la même époque. Donc de montrer en effet ces effets de longue durée. Mais après, il y a des points de bascule, il y a des points de rupture. Et en effet, on va dire une cinquantaine d'années, autour des années 1300, et il me semble qu'il se passe quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a cette invention de l'animal au sens archéologique, c'est-à-dire c'est pas qu'on le crée de toutes pièces, mais on invente comme on invente un trésor, c'est-à-dire qu'on le trouve. Et donc on a cette nouvelle façon de diviser le monde donc en deux, effectivement, avec d'un côté l'humain et de l'autre côté les animaux. Mais ce rapport au monde, qui est une question, on va dire, écologique, elle a d'emblée des conséquences intimes, et on va diviser au sein de l'homme une part humaine et une part animale. Alors effectivement, j'essaie de décrire ce phénomène, en donner la raison. J'aurais bien du mal et je pourrais pas le faire. Mais ce que je peux dire par contre, c'est que c'est ici simplement il me semble un changement de langue. C'est l'apparition en l'occurrence ici du français, mais ça marche aussi en italien, en espagnol, dans les langues romanes, qui fait qu'on voit apparaître ce changement, mais qui en fait, c'est plutôt mon hypothèse, est en train d'apparaître depuis des siècles, mais était comme masqué par la permanence de la littérature latine qui gardait des anciennes catégories issues de Rome. Donc ça veut dire que lorsqu'on traduit désormais l'animal latin, on a la bête, B-E-S-T-E, la beste, dans l'ancien français, et du coup, ce changement de terme comprend un changement de sens. Oui, et là, c'est effectivement, il y a un passage qui, moi, m'a beaucoup touché du philosophe Nicole Orem, qui essaye c'est un immense traducteur et qui traduit l'ancien... qui traduit le latin en français, et il dit, on n'arrive pas à traduire le latin parce que quand on le traduit littéralement, ça ne veut plus rien dire. Et il prend l'exemple de bête et animal, il dit, en latin, on peut dire homo est animal, c'est-à-dire, on pourrait dire en français, les humains font partie du genre animal. Mais si on traduit en français, c'est l'exemple qu'il donne, il dit l'homme est une bête, eh bien, ça veut dire tout à fait autre chose, ça ne marche pas. Et ce qui est frappant, c'est qu'il fait la même chose, il dit on peut dire de la même façon Femina est homo, les femmes font partie du genre humain, mais si on dit la femme est un homme, ça marche pas. Et il montre comme ça la façon dont les questions animales et les questions de genre s'articulent, avec chaque fois la disparition d'un neutre, d'un commun, qui regroupait effectivement les femmes et les hommes, les humains et les animaux. Et donc, témoigne de cette rupture. Nicole Orem qui préfigurait ce que Alain Guiraud avait mis en couverture d'un de ses livres, « Ceci n'est pas une vigne », c'est-à-dire l'impossibilité radicale de traduire un certain nombre de termes issus du Moyen-Âge dans la langue ordinaire, parce qu'ils ont un tel réseau de significations qui sont associés qu'il n'y a pas de traduction possible directe. Et du coup, un livre comme le vôtre est très précieux, je trouve, pour réfléchir à ça. Alors, il y a un paradoxe, malgré tout, parce que sinon ce serait pas drôle. Il y a un paradoxe qui est que ce moment où l'animal est davantage distingué de l'homme, c'est exactement le moment où il va se mélanger davantage graphiquement, visuellement. C'est le moment de la profusion des hybrides dans les marges des manuscrits, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit l'inverse. L'homme et la bête sont séparés. Et pourtant, on a des humains à pattes ou à queue animale qui peuplent toutes ces marges de manuscrits enluminés. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est-à-dire cette profusion d'hybrides, elle va de pair avec la pensée gothique ou le style gothique, mais qui effectivement a été, on le sait effectivement depuis Panofsky, associé à la pensée scolastique. Et il y a presque une dimension logique dedans, c'est-à-dire plus on est passionné par les catégories, comme c'est le cas de la pensée scolastique, plus on crée des catégories, plus effectivement on crée des situations intermédiaires. Ça, on les prouve tous quand on fait un peu de rangement. Et du coup, si on est fasciné par ces catégories, on est aussi fasciné par les hybridations, par le mélange entre les deux. Et en effet, c'est dans ces années de la pensée gothique qu'apparaissent ces hybrides avec cette figure qui est celle effectivement d'un haut du corps humain et d'un bas corps animal,
qui témoigne d'une séparation de l'homme en deux, avec la tête porteuse, disons, de l'homme rationnel, et puis un bas corps qui s'animalise, qui échappe en partie à l'exercice de la volonté, et qui est cette image de ce nouvel humain un petit peu schizophrénique qui apparaît avec cette invention de l'animal. Oui, parce qu'un des arguments du livre, on ne l'a peut-être pas souligné, c'est que l'invention de l'animal, c'est-à-dire dire l'homme et le monde animal sont deux choses distinctes, reliées, mais malgré tout distinctes, qu'on peut penser séparément, ça a une conséquence très importante, c'est qu'au sein de l'humain se fait un nouveau partage, puisqu'il y a une part animale de l'homme, et qui globalement est la part dévalorisée à combattre, la part des instincts, la part du péché, etc. Alors du coup, est-ce que ces hybrides, ça représente d'une certaine manière le haut du corps à l'image de Dieu qui s'élève, et puis le bas corporel qui, au contraire, serait dégradé, souillé, menaçant? Oui, tout à fait. On peut le voir dans bien des détails. Mais ce qui est frappant, c'est que cette image, avec cette division de l'homme en deux, elle anticipe toutes les théorisations philosophiques de la bestialité de l'homme. Et c'est pour moi justement un élément pour montrer que c'est pas le vocabulaire qui crée la question, que cette question existe, les images en témoignent avant que les philosophes effectivement en créent les mots qui soient ajustés à cette pensée. Ce jeu sur les catégories et sur les distinctions, c'est aussi un jeu genré. Parce que plein de classifications médiévales classe la femme parmi les animaux. Donc comment cet enjeu se redouble? Ouais, toute la question qui est derrière tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est beaucoup la question d'un rapport, c'est le rapport de maîtrise. Et là-dessus, la philosophe féministe Val Plumwood a vraiment insisté avec raison dans son ouvrage sur Feminism and Mastery of Nature, sur ce rapport de maîtrise, le bon maître. C'est-à-dire c'est d'abord Adam dans le jardin d'Éden, effectivement, qui doit effectivement dominer les animaux comme Dieu lui demande, mais et c'est Dominus, c'est le maître. Et puis effectivement, ce bon rapport de maîtrise, bien c'est celui après que la raison doit avoir sur nos pulsions, sur nos désirs, donc cette coupure de l'homme en deux. Donc il y a cette dimension écologique et cette dimension intime, et entre les deux, il y a une dimension sociale, parce que ça désigne aussi des rapports de maîtrise et de domination entre les hommes et les femmes, où effectivement les hommes sont réputés être dans ce rapport, disons, de maîtrise, alors que les femmes, par bien des aspects, sont largement rapprochées des animaux et sont vécues comme étant ensauvagées, toujours à domestiquer. Et donc on voit comment ce rapport de maîtrise, qui est fondé sur une écologie, après se déploie, disons, dans le champ social et dans le champ intime, justifiant tous les rapports de force, tous les rapports de domination. Mais alors du coup, ça pose des questions interprétatives, c'est presque vertigineux, parce que les images comme celles qui figurent en couverture du livre, et ça fait partie des manuscrits que vous travaillez le plus, c'est je crois un texte de Renaud Debar qui est très commenté dans le livre, avec un homme haut du corps humain, bas du corps et même anus en gueule d'animal, poursuivi par un lapin lui-même jouant d'une sorte d'instrument, cornemuse à tête d'animal. Voilà, c'est une image très, très, très étonnante. Qu'est-ce que ça produit comme effet pour les médiévaux? Est-ce que c'est la réaffirmation d'un ordre, parce que c'est dans la marge, donc du coup on se rassure en disant c'est dans la marge, ou est-ce que c'est un rappel de la fragilité de ces catégories, que l'homme peut toujours retomber dans son côté animal? Quelle est la fonction finalement de cette image? Ça accroît la maîtrise ou ça inquiète? Et je pense que on peut dire qu'il s'agit des deux. J'avais du plaisir à retourner sur ces images et ces questions que j'avais évoquées dans mon tout premier livre avec deux amis, Gilles Barthelin et Vincent Jolivet, qui s'appelait Images et transgressions, où on avait d'abord déjà travaillé ce manuscrit. Et en effet, c'est particulièrement troublant parce qu'on est dans un livre qui a un bréviaire de l'évêque de Verdun, donc une personnalité ecclésiastique, aristocratique, très sérieuse. C'est un ouvrage de prière, et c'est dans les marges des psaumes qu'on trouve ces images souvent très, très drôles, souvent obscènes, parce que effectivement dans l'image que vous venez de décrire,
Bien, non seulement effectivement il y a tout un jeu sur effectivement la sexualité, non seulement parce que effectivement l'anus est remplacé par une tête animale, mais aussi parce que le lapin qui fait danser cet homme, le terme même lapin en ancien français désigne à la fois voilà le sexe féminin et l'animal. Et donc, il y a cette idée dans les marges, et qui c'est très courant dans ces années-là, dans les marges des livres de prière, de représenter ce monde chaotique. Alors là-dessus, il y a toute une tradition. À la suite de Norbert Elias, on a souvent dit, si vous voulez plaire aux dévots et aux libertins, on peut mettre une femme nue et le diable à côté. Et donc, on peut tenir à la fois un discours subversif et un discours moral. C'est des images qui clairement se présentent comme des images d'un contre-modèle, à l'inverse du monde idéal rêvé par Dieu. C'est le monde tel qu'il va, un monde hybridé, mélangé. Mais donc on pourrait se dire c'est des images normatives qui imposent un ordre, etc. de ce point de vue-là. Mais en même temps, il y a tellement de joie, tellement de plaisir dans ces images du contre-modèle qu'on se dit bah oui, que c'est là où les manuscrits sont les plus intéressants, c'est là où les artistes mettent le plus d'inventivité, de talent. Et sans doute qu'il y a une part d'attrait, de lignes de fuite qui sont aussi dans ces images, qui c'est peut-être la raison pour laquelle elles ont disparu ensuite. On pourrait aussi se demander, en vous lisant, et notamment les passages que vous citez de Bernard de Clairvaux et de beaucoup d'autres clercs, absolument tourmentés par des visions, par des images qui leur viennent d'eux-mêmes, dévorés par des bêtes, assaillis dans leur sommeil, ou même dans la vie courante. Quand même plein de gens qui on dirait aujourd'hui qu'ils sont des psychoses, hein, mais voilà, la présence de l'animal en eux est un vrai problème. Est-ce que ces êtres hybrides dans les marges des manuscrits, c'est une manière d'affronter le combat intérieur finalement que livrent tous ces gens qui ont une vie de prière, des cisterciens dans leurs cellules, attaqués par les bêtes et ou le péché, et les deux. Et du coup, ces manuscrits leur permettent de mettre une image sur ça. Oui, je vous rejoins. Je crois que ce qu'on voit avec ces images, c'est vraiment une société au travail, une société dont le rapport à l'environnement est en train de changer radicalement, comme on le vit d'ailleurs aujourd'hui. Et on voit par toutes ces tentatives poétiques, graphiques, etc., une façon de se raconter à eux-mêmes ce qui est en train de leur arriver, la façon dont ils se voient, qui est en train de changer, dont ils voient le monde, qui est en train de changer. Et ce qui donne cette incroyable créativité poétique et artistique. Ils sont obligés de se raconter, je crois, à eux-mêmes, leur monde. De se le raconter sans le nommer. Et alors ça, c'est un des trucs les plus fascinants, je trouve, d'un point de vue méthodologique, c'est que vous dites à un moment... ça sert à rien d'essayer de classer ces hybrides en disant alors c'est un léopardo, aiglo, humano, je ne sais quoi, et qu'au fond, précisément c'est inclassable. Et c'est inclassable y compris pour les médiévaux parce que c'est mis dans la marge, et donc ce qui est mis dans la marge, d'une certaine manière, c'est ce qu'on ne peut pas nommer. C'est ce qui va échapper au verbe. Le cœur de la page, c'est le verbe, et du coup, ce qui est dans la marge, c'est ce que le verbe ne nomme pas. Et donc, c'est un peu vain, méthodologiquement, d'essayer de faire rentrer ça dans nos catégories ou dans des catégories qui sont postérieures. Et finalement, le non nommé, mais alors du coup, ça ouvre là aussi un vertige méthodologique. Comment travailler ce qui n'a pas de nom? Merci d'insister là-dessus, parce que c'est un aspect qui me tient beaucoup à cœur, parce qu'en effet, on peut dire la science moderne, dont la science historique, se construit effectivement sur cet impératif de la nomination, et qui est de nommer des catégories, le bon mot, et qui s'inscrit pour le coup dans la continuité d'Adam qui nomme les animaux pour asseoir son pouvoir sur lui. Ouais, mais de fait, on n'a pas le choix. Quand on veut raconter une histoire, on est bien obligé de dire il y a des seigneurs et des paysans, par exemple. Oui, mais en faisant ça, on fait violence au réel du passé. À la fois, les mots ne sont pas les mêmes, et puis c'est évidemment ça ne se résume pas à ces catégorisations. Et puis, voilà, c'est aussi un des plaisirs de l'écriture de trouver le bon mot. Donc évidemment, je ne suis pas du tout contre les mots. Sauf qu'effectivement, il y a certains cas où ça prend un sens particulier. Et on peut se dire, voilà, pour le cas des animaux, bien typiquement, Linné, la devise qui lui était associée, c'était voilà, Dieu créa, Linné ordonna, il met le monde en ordre. Et sauf que les médiévaux, si on peut utiliser ce terme, étaient sensibilisés à cette question et voulaient justement montrer par ces figures hybrides qu'il y avait toute une partie du monde qui échappait au pouvoir des mots, et ils voulaient justement rendre compte de ce trouble qu'on évoquait à l'instant entre l'humain et l'animal. Et donc ils ont créé ces figures hybrides qui ne renvoient à aucun nom. Et c'était important pour eux, effectivement, de faire exister un espace qui soit non nommé,
Et donc, comment ils font ? C'est-à-dire qu'ils font des images qui n'ont pas le début d'une régularité. C'est-à-dire que c'est une variété artistique incroyable. Elles sont chaque fois différentes. Donc, comme il n'y a pas de récurrence, on ne peut pas nommer une chose qui reviendrait. Et donc, ils font tout pour que ça ne soit pas nommé. Ils le font avec beaucoup de talent et d'intelligence. Et en effet, il y a un risque, un désir, disons, de la part, mais de ma part aussi, de vouloir à tout prix mettre un mot sur ces images, pour serrer au plus près les intentions, parce que c'est une réflexe de chercheurs, de chercheuses. Et finalement, il y avait pour moi une forme, disons, de justesse, de se dire à cet endroit il faut suspendre cet acte de nomination. C'est important de garder la catégorie floue, de garder une pure forme, parce qu'eux-mêmes ont mis beaucoup d'attention effectivement à faire qu'il n'y ait pas de mots pour ça, qu'il n'y ait pas de nom, et donc à cet endroit-là il ne faut pas en mettre. Mais c'est pas pour vrai en général, c'est juste pour ces images très, très précises. Je voudrais terminer par une question un peu plus prosaïque que ces questions de catégorisation qui sont passionnantes, parce qu'en filigrane, à travers tout le livre, soit par des textes, soit par des images, on se rend compte qu'il y a des formes de proximité entre des humains et des animaux. Je pense à cette image d'un saint dont les pieds sont réchauffés par des belettes qui viennent se blottir. Et du coup, qu'est-ce que vous avez peut-être comme intuition au sortir de cette enquête sur les rapports d'affectivité qui pouvaient exister pour les médiévaux? On sait qu'aujourd'hui, ces rapports d'affectivité, ils ont une grande place. Moi, je fais partie de gens qui ont des animaux domestiques et évidemment des millions de gens aussi. Ça prend même des proportions invraisemblables avec les psys pour animaux, les costumes, toutes sortes de choses qui interrogent d'ailleurs les catégorisations. Hein, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'affectivité des médiévaux pour les animaux qui les entourent? Oui, j'aurais pu en parler plus, mais il y a plein de choses magnifiques qui s'écrivent dessus en ce moment. Sans doute une des tendances ces dernières années, ça a été de remettre en cause le postulat qu'aux animaux, au Moyen-Âge, tous les animaux étaient purement fonctionnels, que les chiens étaient là juste pour garder la maison, ou les chats pour chasser les souris. Un petit peu, si j'ose, dans le même mouvement qui avait conduit à une époque à dire les médiévaux n'avaient pas de sentiment de parentalité parce Exactement. Que la mortalité infantile était tellement grande que de toute façon on ne pouvait pas s'attacher. C'est très remis en cause aujourd'hui. Exactement, c'est tout à fait le même mouvement. Et donc on voit maintenant effectivement qu'il y a un attachement affectif très fort qui est historicisable, et ça me semble essentiel. C'est-à-dire qu'il y a en effet l'apparition de l'animal de compagnie tel qu'on le connaît nous, qui se développe essentiellement à partir du 15e, 16e siècle, où on voit l'apparition de portraits animaux, de sépultures animales, toute une série de choses. Mais bien avant ça, on voit d'autres rapports affectifs. Les rapports effectivement de Tristan et son chien Huisdan sont sidérants par exemple, et surtout, il y a beaucoup de rapports qu'on a du mal à imaginer, qui sont des rapports avec d'autres animaux. C'est-à-dire les rapports, je crois, les moins, instrumentaux, peut-être les plus affectifs, les animaux avec lesquels on joue, avec lesquels on a du plaisir, c'est très majoritairement les oiseaux. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement troublant pour moi. Il y a plein de textes que j'arrive à peine à comprendre, qui décrivent des enfants, mais aussi des adultes qui passent leur temps à jouer avec des oiseaux, et pas seulement des oiseaux de chasse, qui jouent justement avec des chardonnerets, qui jouent avec des cailles. Et là, on voit qu'il y a une culture qui est d'ailleurs une culture méditerranéenne très, très large, de la place du chant des oiseaux, du jeu avec les oiseaux. Qui reste à mon avis encore largement à travailler, qui est un monde en soi à découvrir, je crois. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager au micro ? Alors, je pourrais partager la traduction récente de Dino Buzzati, de son Bestiaire d'ici et d'ailleurs, qui rassemble une série de chroniques qu'il avait écrites dans la presse entre les années 40 et 70. Et c'est extrêmement troublant parce qu'il y a son côté un peu de Kafka italien qui lui fait voir dans des chroniques d'événements tout à fait banals dans la rue à Milan, comment les animaux chaque fois offrent des lignes de fuite, des choses qui sont à la limite du magique ou du poétique dans un quotidien le plus ordinaire. C'est une très belle traduction. Merci beaucoup, et je rappelle que vous pouvez commenter, noter les émissions avec les outils d'iTunes ou de Spotify, ce qui permet à davantage de gens de la découvrir. Merci et à la prochaine fois. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.